Bonsoir à tous, amis voyageurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir pour un nouveau voyage virtuel à Madagascar avec Alexandre Poussin pour des rencontres hors du commun. Vous êtes plus de 130 ce soir à nous suivre et plus de 3400 à vous être inscrits depuis maintenant 5 semaines que nous avons lancé ces voyages virtuels. Alors, au nom de toute l'équipe de voyage, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour vos inscriptions régulières, fidèles et nombreuses. Et je vous remercie également pour tous les messages de soutien et d'encouragement que nous recevons régulièrement, qui nous touchent beaucoup et qui nous font chaud au cœur dans cette période qui est très difficile pour notre activité. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Alexandre Poussin. Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais étudiant en 2011 quand je me suis inscrit à une marche spirituelle dans le désert du Sinaï en Égypte. Et j'ai fait la rencontre d'Alexandre et de son épouse Sonia. J'ai passé une semaine exceptionnelle. J'en garde un souvenir inoubliable de marcher pendant une semaine dans leur désert en leur compagnie. Et je salue au passage quelques amis marcheurs qui nous suivent ce soir, je le sais, en particulier Gérard. Et voilà, maintenant, depuis 7 ans, je contribue avec l'équipe de voyage à organiser vos pèlerinages, vos voyages culturels et vos marches spirituelles. Alors ce soir, nous partons à Madagascar avec Alexandre. Pendant 4 ans, entre 2014 et 2018, avec son épouse Sonia et leurs 2 enfants, Ulysse et Philae, ils ont fait le tour de l'île de Madagascar à pied, avec une charrette à zébu. Et grâce à leur travail de réalisateur, de reporter, ils ont mis en lumière l'action de missions, d'ONG, d'institutions, d'entreprises qui œuvrent à Madagascar pour la reconstruction du pays, pour la préservation et la restauration de l'environnement et pour le mieux-être des populations qui sont éprouvées ou laissées pour compte. Et ils ont, grâce à ce travail, mis en écho la magnifique action de toutes ces organisations qui œuvrent au quotidien pour la population de Madagascar. Ils ont aussi levé à cette occasion plusieurs centaines de milliers d'euros pour soutenir ces magnifiques œuvres. Alors, vous l'aurez compris, ce soir, vous partez pour une aventure qui vous touchera en plein cœur. Je vais dans quelques instants accueillir Alexandre. Auparavant, une petite précision. Vous aurez la possibilité au cours de ce voyage de poser des questions grâce à un petit module qui s'appelle Q&R qui se situe au bas de votre écran. Et vous pouvez tout à fait commencer dès maintenant à poser des questions. Comme ça, Alexandre se fera un plaisir au bout de 45 minutes de commencer à y répondre. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Alexandre. Alexandre, tu m'entends? Oui, je suis là. Eh bien, je te souhaite la bienvenue. Je suis très heureux de t'accueillir et je vous souhaite à tous un très bon voyage virtuel. À tout à l'heure. Bonjour à tous, bonsoir. J'ai le sentiment que le son est un petit peu haché. C'est un problème technique qui vient sans doute de la bande passante, peut-être parce que vous êtes nombreux. J'en suis navré. Je regarde les messages. Est-ce que c'est mieux maintenant? Le son est bon? Là, je vois, c'est meilleur, c'est mieux. Bon, je vais essayer de parler lentement et vous faire part de toutes ces merveilleuses rencontres qui ont jalonné notre parcours. Alors quand nous sommes arrivés à Tana, on avait ce projet un petit peu fou. Tout le monde nous en a dissuadé d'ailleurs. On a appris en arrivant que ce n'était pas possible de faire le tour du pays. Alors ça commençait bien pour une ambition, puisqu'il n'y a pas beaucoup de routes à Madagascar et elles sont au centre, elles ne sont pas périphériques. Et le reste du pays donc est très enclavé. Et c'est très compliqué d'y parvenir. Donc, on est resté assez longtemps à Tana, d'abord pour trouver une direction, fabriquer la charrette, parce qu'on a compris aussi qu'on ne pouvait pas en acheter une aussi facilement que ça, elle ne conviendrait pas, il a fallu l'adapter. Enfin, vous savez tout ça. Tout ça pour vous dire que quand on est resté 5 mois à Madagascar avec ce projet un petit peu fou, qui pouvait paraître un petit peu vain aussi, on a eu la chance de rencontrer toute une série de gens extraordinaires qui essayent de s'attaquer aux maux qui affecte la population de ce pays, qui est parmi les plus pauvres au monde, et une forte concentration de cette pauvreté à Tana. Il y a 1000 associations françaises pour la plupart, mais il y en a aussi d'autres nationalités, qui œuvrent à Tana pour essayer de lutter contre cette misère, qui font des écoles, des cantines, etc. On a fait des missions médicales avec aéropartage pour soigner les dents. On a fait beaucoup de choses. On a été voir beaucoup de gens différents à Tana. Mais il y a un couple qui nous a particulièrement scotché. C'est un couple de jeunes Français qui s'appellent Hélène et David Muller, qui, eux, se sont intéressés à une cause qui n'intéresse personne, c'est-à-dire les gens en prison. À Madagascar,
euh, plus qu'ailleurs. On considère que les gens qui sont en prison le méritent et ils ne sont pas là par hasard. Et donc, ils sont punis et on n'est pas là pour arranger leur sort. Alors, quand il s'agit de criminels adultes récidivistes, ça peut peut-être se comprendre, quoique, mais quand il s'agit de jeunes mineurs qui ont commis des délits mineurs, à savoir le vol d'une pomme, vous voyez, c'est ces deux-là, David et Hélène Muller. Lui, il ressemble à un doux Jésus, il a le cœur aussi pur et aussi droit, et elle est une petite boule d'énergie et de joie. Et tous les deux, ils sont un couple merveilleux qui ont décidé de se consacrer à cette misère de cette jeunesse qui est emprisonnée pour un vol de pommes, un vol de téléphone, de bicyclette, etc. Et le code pénal malgache, qui est assez copié sur celui de la France, pour ces délits mineurs, prévoit 2 mois, 3 mois de prison. Et c'est des enfants qui sont parfois depuis 2 ans en prison parce que leur cas n'intéresse personne. Donc déjà, là, il y a un vrai problème. Alors, ils ont abordé la justice malgache, les ministères, etc., qui ont été très réceptifs, en fait, qui n'avaient pas les ressources, ni les moyens, ni de se pencher sur ces questions. Et ils ont entamé avec eux une lente réflexion constructive. Il a fallu instaurer une confiance, vous voyez, Grandir dignement, c'est le nom de leur association, soutenue par l'Europe, par le Rotary, etc. Et avec beaucoup de finesse, de tact, de psychologie, ils ont réussi à convaincre la prison d'y rentrer et d'améliorer le sort de tous ces jeunes parce que leur destin, ce n'était pas de vivre éternellement en prison, c'était de leur sortir et que l'intérêt de l'État malgache, ce n'était pas d'en faire des bandits éternels, mais au contraire de les réintégrer. Et la diapositive suivante va vous montrer le nombre de jeunes mineurs qui étaient en prison, 96, vous voyez, et ce quartier des mineurs, année après année, budget après budget, a été considérablement amélioré. Alors, en priorité, Grandir dignement a intégrer l'école dans la prison. Ça n'était pas prévu, les enfants s'ennuyaient, n'étaient plus éduqués. Alors, si on veut les en sortir, eh bien, il fallait les éduquer. Donc, une école a été créée avec des salaires de professeurs qui sont rentrés. Les enfants ont appris la biologie, les mathématiques. Ils ont appris à être un petit peu comme des enfants comme les autres à l'extérieur et essayer de penser à autre chose qu'à leur peine, à l'acte qu'ils avaient commis, qui les avait conduits à cet endroit-là. Ils ont appris à dessiner comme les autres et à être animés d'autres projets dans leur existence que la noirceur, le crime et la spirale descendante. Vous voyez, toute une sorte de pédagogie avec des pédagogues auprès de ces jeunes essaient d'accrocher leurs rêves à des étoiles et à envisager l'avenir. Donc l'école, les compétences de base, mais aussi des métiers. Donc, ils ont fait venir des professionnels de divers artisanat du bois. C'est un peu compliqué parce qu'il faut des machines, mais artisanat de la vannerie. Alors là, vous voyez, ils apprennent à tisser, à s'occuper. Mais l'oisiveté est mère de tous les vices. Et quand on se met à travailler, eh bien, on s'occupe, on a une gratification, on a le sentiment d'apprendre quelque chose, de travailler pour un futur métier, travailler la corne, travailler la vannerie, faire des chapeaux, faire des tapis, faire des paniers. Et vous voyez que ça offre de l'emploi aussi à des personnes qui sont parfois déclassées, qui ont du mal à trouver de l'emploi. Donc cette association Grandir dignement a toute une approche vertueuse de l'incarcération pour la sublimer, la transcender, la dépasser. Alors ça, moi, quand on arrivait, nous, avec notre projet, qui était un projet de libération, arriver là et voir ce jeune couple parfaitement dévoué à l'avenir de ces jeunes, ça nous a scotché. Et dans la vie, on n'est pas impressionné par beaucoup de monde. Hein. Qu'est-ce qui vous impressionne dans la vie? Par qui êtes-vous impressionné vous-même? Posez-vous la question. Vous êtes impressionné par les gens dont on vous dit qu'ils nous impressionnent, les gens des médias, et c'est souvent des paillettes et c'est fondé sur pas grand-chose. Alors on est impressionné par des hommes d'entreprise qui créent de l'emploi pour les autres, on est impressionné par des artistes qui sont virtuoses, des pianistes, des peintres. On se dit, mon Dieu, je n'arriverai jamais à avoir un tel talent. Nous, ce qui nous a le plus impressionné, c'était des gens qui étaient capables de s'intéresser au sort des autres et se donner. Alors, vous voyez, ils ont créé la cantine. Les enfants mangeaient que des bâtons de manioc debout dans la rue, dans la cour, pardon, qui n'était même pas pavée, qui était une cour en terre.
Ils ont créé un vrai self, un vrai réfectoire. Ils ont créé un bâtiment annexe à la prison. Vous imaginez pas ce que cela peut rendre les difficultés, quoi. Convaincre le ministère qu'ils vont construire une aile nouvelle pour accueillir un réfectoire pour les enfants. Ils ont refait les toilettes. Et donc chaque année, avec son nouveau projet, des nouvelles toilettes parce qu'elles étaient abominables, avec la pédagogie, comme vous pouvez le voir. Ils ont refait, on l'a vu précédemment, l'endroit où ils dormaient. Les grabats étaient en bois, ils étaient pourris, ils étaient infestés par les rats, les enfants se faisaient manger les oreilles, enfin les conditions d'incarcération étaient épouvantables, elles dataient de Mathusalem, personne n'avait débloqué de budget pour refaire tout ça, et eux sont arrivés avec du ciment, sont arrivés avec du goudron, on trouvait des entreprises, là c'est la Colas, entreprise française qui travaille à Madagascar, qui a goudronné la cour, ils ont trouvé des donateurs pour des panneaux de basket, ils ont trouvé des artistes pour décorer un peu cette cour de prison, pour la rendre plus amène, pour que tous ces enfants aient des idées un peu moins noires. Et voilà. Donc ça, c'est un travail au quotidien qui se nourrit aussi de rencontres. Là, ils ont rencontré des jeunes de Saint-Jean-Bosco, pédagogues qui sont venus offrir des cours de danse et de gymnastique aux jeunes élèves, on pourrait dire, qui se sont mis, eux, à faire des acrobaties pour montrer qu'ils savaient faire aussi des choses. Donc, c'était aussi un échange. Vous voyez, leurs visages sont cachés pour garder leur anonymat. Voilà, donc cet endroit qui aurait dû être sinistre, grâce à Grandir dignement, eh bien, nous a rappelé que c'était la dignité de la personne qui primait avant tout. Hein, même si on a commis des peines, il faut la purger, cette peine, et autant le faire d'une façon qui respecte la dignité humaine, car on est tous amenés à un destin, quel qu'on soit, même si on a commis des erreurs, à un destin qui nous libère de toutes nos erreurs. Le ciel est la limite, vous voyez, en effet. On a pu nous leur faire une petite conférence sur notre évasion, sur notre déconfinement, parce que finalement, c'est ce que l'on vit tous en ce moment, c'est d'être un petit peu incarcéré involontaire. On leur a montré des films, pas de Madagascar, puisqu'ils n'étaient pas tournés à l'époque, on était encore qu'au début de notre aventure. Et on leur a montré des films sur l'Afrique, Africa Trek. Et donc, on leur a montré des lions, des girafes et des choses qu'ils ne verront sans doute pas en vrai dans leur vie, parce que c'est compliqué pour les Malgaches de voyager. Mais en tout cas, ça les a évadés de leur univers carcéral, auquel Grandir dignement travaille bien. Donc, vous voyez, avec peu de moyens, mais surtout de la solidarité et de cette idée d'entraide, ils ont réussi à déplacer des montagnes et convaincre des ministres et des ministères. Aujourd'hui, Grandir dignement s'occupe de 300 mineurs dans 4 prisons, dans 2 villes, à Diego et à Tana. Ils leur font faire des potagers, ils leur font faire des activités, ils leur préparent à des métiers, comme je vous l'ai dit. Et surtout, ce que Grandir dignement a réussi à faire, et là c'est un exploit historique, ils ont réussi à développer la liberté surveillée. Il y a 130 enfants qui sont en liberté surveillée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la prison. Ils sont à domicile, ils ont un tuteur, et Grandir dignement a réussi à faire évoluer la loi malgache, qui a été votée en 2016, mais il y avait eu des tests avant. Quand on les a rencontrés, il y avait 10 enfants en liberté surveillée et qui permettent de les réintégrer plus vite dans la société. Aujourd'hui, c'est 130. Voilà, si cette cause vous intéresse, vous pourrez voir à la fin le nom de l'association. Bon, c'est grandirdignement.org, hein, c'est assez simple, et vous verrez le travail fabuleux qu'ils font. On n'était même pas encore partis, qu'on était scotchés par ces 2 jeunes qui vraiment nous ont donné une leçon d'humanité extraordinaire. Et puis on a fini par partir. Alors on a vu des missions extraordinaires. Dès le départ, on a vu l'ASA du frère Jacques Tronchon. On a vu dans le Bongolave qui reloge des gens sans terre qui viennent des bidonvilles. Mais là, je ne vous en parlerai pas parce que ça n'a pas été une rencontre en brousse qui nous a scotchés. C'est une œuvre établie, extraordinaire, avec beaucoup de relais en France. On a fait un film sur le sujet. Je suis en train de l'écrire en ce moment dans notre livre. Là, cette fois-ci, j'ai voulu vous parler plutôt de rencontres qu'on avait faites de façon plutôt fortuite en brousse. Et là, le long de la Tsiribine, après une mission médicale qu'on a pu faire avec une autre extraordinaire association créée par Christian Gros qui s'appelle Armada, qui emmène des professionnels de santé le long du fleuve. Il y en a une toutes les 5 semaines. Donc, si vous êtes professionnel de santé et que ça vous tente, allez voir Armada. C'est
une aventure fabuleuse que de pouvoir donner 10, 15 jours de sa vie pour aller soigner des gens qui ne verront pas un médecin dans leur existence. C'est quelque chose d'assez providentiel de pouvoir faire ça. Et sur cette Siribine, il y a un village qui s'appelle Bérev. Oui, c'est un fleuve qui descend sur la côte ouest où les gens n'ont que des pirogues comme ça pour se déplacer. Nous, on était sur un bateau métallique, comme vous l'avez vu, un peu plus confortable, à moteur. Et on s'arrête le long de villages qui sont perdus en brousse comme ça. Et là, il y a une petite sœur qu'on a rencontrée à Bérev, elle, voilà. Comment voulez-vous ne pas tomber amoureux de cette bonne sœur qui s'appelle Ivona, qui vient de sa lointaine Pologne et à laquelle ma fille peut-être ressemblera physiquement et spirituellement un jour, j'espère, et qui est là et qui s'attaque à la misère du monde avec un père, un curé qui s'appelle le père Henrique, qui est breton, pas breton, qui est polonais aussi. C'est une mission catholique qui a été créée là à l'époque coloniale, qui est très ancienne. Ils ont une école importante qui scolarise 250 enfants localement, mais ils n'avaient pas de dispensaire, alors que la sœur, elle est toujours infirmière. Elle n'est pas médecin, mais elle est infirmière. Et avec le père Henri, alors bon, ils ont leur mission, ils ont leur école, etc. C'est une mission qui vit en région très pauvre, où tout le monde autour est assez pauvre, paysan. La photo suivante vous montrera que même eux sont victimes d'inondations. Le bleu, là, ce n'est pas que pour la décoration, c'est aussi pour vous montrer le niveau de l'eau de la dernière crue, qui avait tout abîmé, tout emporté, mais qui n'a pas emporté le sourire et la résilience de ces missionnaires qui sont au contact de gens qui sont encore plus résilients et qui leur donnent des leçons d'existence tous les jours et des leçons de misère. Et cette pauvre bonne sœur, qui était infirmière, elle recevait ses patients sur sa terrasse, leur se donnant des antipaludéens, des médicaments contre les vers, etc. Mais elle était assez embêtée quand il s'agissait de soigner des plaies ou des blessures plus importantes, puisque ces gens-là sont loin de tout système médical, donc c'est assez compliqué pour eux de se soigner. Et la sœur Ivona nous a dit, mais moi, s'il vous plaît, trouvez-moi un donateur, une donatrice pour pouvoir construire un dispensaire. Et à la faveur d'un retour en France où on a dû rentrer parce que nos parents étaient malades à Noël pour aller les voir, on a trouvé une donatrice qui a donné, je me rappelle, 40 000 euros et dont on s'est servi de 20 000 euros pour la sœur Ivona pour construire son dispensaire. Mais ça ne suffit pas l'argent. Il faut aussi associer la population locale, sinon, oui, faire quelque chose pour les autres sans les autres, c'est le faire contre les autres. Alors, la photo précédente vous montrez les sacs de ciment qui arrivent jusque-là. La suivante vous montre la participation des villageois qui viennent apporter le sable pour construire ce dispensaire. Mais ça ne suffit pas, le ciment et le sable, il faut des cailloux. Si les gens veulent être motivés pour avoir un dispensaire, ils vont chercher des cailloux et ensuite ils les cassent et ça fait des fondations. Et ça finit par faire un dispensaire. Avec le sable et le ciment, on fait des parpaings. Tout ça, c'est un entrepreneur qui est payé pour ça, mais il faut le fabriquer. On ne peut pas acheter les choses là-bas. Et de ces parpaings, on fait un mur. Ce mur, ça fait un chantier qui, en 2, 3 mois, 4 mois, finit par devenir un dispensaire. Et ce qui est extraordinaire à Madagascar, c'est que donc, il y a une association entre les villageois, la mission et la donation. Et le dispensaire est aussitôt créé. Mais ça ne suffit pas, il faut une autorisation gouvernementale pour ouvrir un dispensaire. Et là, le gouvernement dit non, vous n'ouvrirez pas le dispensaire, sauf à condition d'avoir un médecin et de payer le salaire d'un médecin. Et donc là, la sœur Ivona est revenue vers nous, on a trouvé un autre donateur qui était prêt à payer le salaire du médecin, qui était un médecin retraité, dont on se disait malheureusement, comme cela arrive trop souvent, qu'il resterait en ville, il prendrait le salaire et il ne viendrait pas. Mais ce médecin-là était extraordinaire. Il était près de la retraite et dès qu'il a eu sa retraite, il n'est pas resté en retraite avec ce salaire fictif. Il l'a honoré et il est venu et la pharmacie a été remplie très rapidement et le médecin vient régulièrement. Il n'est pas là en permanence, mais il vient, je crois, plus d'une semaine par mois et il soigne les cas les plus importants. Et pendant ce temps-là, la sœur Ivona assure l'intérim. Et toutes les 5 semaines, de toute façon, il y a la mission Armada qui passe avec des médecins français et des médecins malgaches.
et qui assure aussi les cas les plus graves. Et la sœur Yvonna peut traiter des blessures, des plaies, des choses épouvantables qui ne sont pas soignées. Des blessures comme celle-là, on peut revenir peut-être à la diapo d'avant parce qu'elle est un peu insoutenable. Voilà. Vous savez, les Malgaches travaillent beaucoup au champ ou dans les bois avec des haches, avec des pelles. Et ils se blessent énormément les pieds parce qu'ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas de bottes, ils marchent pieds nus dans les champs. Et une fois que ces blessures sont là, elles s'infectent, elles se surinfectent. Il n'y a pas de point de suture. Et une fois que c'est déjà infecté comme ça, on ne peut plus suturer. C'est très compliqué de suturer une plaie qui est surinfectée et indurée comme ça. Il faut vraiment une opération chirurgicale pour pouvoir le faire. Alors maintenant, la sœur, grâce à cette donatrice merveilleuse, peut recevoir ses patients. Elle en reçoit toute la semaine. On reçoit souvent des photos de ce qu'elle fait, mais elle a encore beaucoup de projets. Elle a besoin d'un bateau pour pouvoir aller chercher des femmes enceintes, des gens blessés, handicapés, mutilés à 10 kilomètres en amont, en aval sur la Tsirébine. Elle a besoin d'un bateau. Elle a besoin de refaire un forage. Elle m'a écrit une petite liste de courses. Elle a besoin aussi de créer une école dans un village reculé avec une petite maison pour le professeur. Si vous faites une école, mais que vous ne vous occupez pas du logement du professeur, vous pouvez être sûr que l'école ne sera jamais fonctionnelle. Et la maison, elle a besoin d'être attractive. Il faut des toilettes. Des professeurs ne viennent pas des villes comme ça. Donc voilà, la sœur Yvonna, c'est un peu plus compliqué de la joindre. Si ça vous intéresse, vous m'écrirez à moi. En fait, je ferai l'intermédiaire parce que ça passe par Tana et les filles franciscaines missionnaires de Marie, qui est leur ordre à Tana. C'est un peu compliqué de les aider parce qu'elles sont au bout du monde. Vous pouvez aussi vous rendre là-bas. C'est une belle expédition et ça peut être une belle destination pour vous qui voulez l'aider, qui êtes infirmière, qui êtes professeur, qui êtes stagiaire, étudiant. Le jour où les avions revoleront, vous pourrez aller voir la sœur Yvonna. Elle est toujours là-bas. Elle sera toujours là-bas. Et il y aura toujours de la misère et des jeunes, des gens à aider. Voilà. Et elle, avec son regard, sa dévotion, sa joie et son projet, nous avait vraiment bouleversés. On va peut-être avancer dans notre voyage. On a dû remonter de la Tsirébine pour aller rechercher les enfants. Enfin, je vous passe le détail, ça a été compliqué. On est passé par Antsirabé. Et là, par hasard, sur le petit marché, on a vu ce couple de Gilles et Suzanne Nedelec, entourés de tous ces petits-enfants pouilleux, mignons et souriants et joyeux, qui piaillaient autour d'eux en levant le bras. Moi, s'il vous plaît, moi. On dirait des petits oisillons au nid qui réclament leur béquet à leur maman, comme des petits poussins. Et on les a rencontrés, que ces gens-là étaient des retraités français. Lui, retraité français de Boulogne-Billancourt, l'usine Renault, où il était chef du personnel et d'un syndicaliste. Et ce monsieur, avec sa petite retraite, qui n'était pas florissante, eh bien, nourrissait une centaine d'enfants tous les jours, toute la vie, sauf le dimanche, parce qu'il se dit, le dimanche, c'est le Seigneur qui doit s'en occuper, c'est pas moi, et je dois me reposer. Et lui n'étant pas croyant, plutôt agnostique, elle, très croyante, confite en dévotion, elle voulait devenir bonne sœur, elle n'a pas pu le faire parce que ses parents sont morts prématurément, elle a dû s'occuper de sa fratrie de 8, 9 enfants, je ne sais plus, et donc la main sur le cœur, et le cœur sur la main, ça va souvent de pair. Ils ont répondu à cet appel, à cette indignité absolue de voir ces enfants manger dans les poubelles du petit marché d'Antsirabé. C'était quelque chose qui était insoutenable pour eux. Alors, ils ont commencé à leur offrir le restaurant parce que faire de la nourriture à des enfants, c'est trop compliqué. Gilles va vous l'expliquer dans la petite vidéo que vous allez voir maintenant. Et je voulais juste dire ça, que c'est cette indignation qui a été le moteur pour faire quelque chose. On ne peut pas rester sans rien faire quand on est indigné. Et vous allez voir ce qui s'est passé dans leur vie et comment ils ont procédé. Alors, la vidéo va venir, hein, c'est simple. Ils ont été voir une gargotière et cette gargotière, qui s'appelle Madame Yvonne, a dit « Bon, d'accord, je veux bien servir tous ces enfants, mais pas tout de suite, après mes clients, parce que sinon les clients partaient. » En 2004, Sonia et Alexandre Poussin achevaient leur traversée de l'Afrique à pied. Un voyage extraordinaire de près de 14 000 km en plus de 3 ans. 10 ans et 2 enfants plus tard,
ils repartent à l'aventure. Ce sera Madagascar, et en famille. Accompagnés de leurs 2 zébus et de leurs charrettes, Sonia, Alexandre, Philae et Ulysse entreprennent un formidable périple hors des sentiers battus. 3 ans au cœur de l'île Rouge, à la rencontre de ses habitants. Une aventure au plus près de la nature, à la découverte des richesses de Madagascar. De retour à Madagascar après la mort de mon père, nous avons appris que la maman d'Alexandre avait un grave cancer du cerveau. Fauchés à nouveau dans notre élan, nous sommes repartis à Paris pour passer Noël avec elle et l'entourer de notre amour. Ces mauvaises nouvelles nous ont frappés en plein cœur, mais n'ont pas atteint notre détermination. Elles l'ont fait évoluer vers des objectifs plus solidaires. En effet, ces épreuves nous ont permis d'entrer en empathie avec les Malgaches. Les difficultés qu'ils affrontent tous les jours pour survivre nous ont poussés à agir. Nous avons décidé de nous mettre à leur service. Lors de notre séjour en France, nous avons collecté des fonds via des plateformes de financement participatif. Notre but, soutenir les projets de personnes exceptionnelles rencontrées en chemin. De retour à Madagascar, nous repartons revigorés par l'idée de nous rendre utiles. Vous avez vu ces ravissants petits villages de silos perchés sur des arêtes de collines. Paysage absolument somptueux. 2 mois plus tôt, nous avons laissé notre charrette au sud du pays. Après avoir récupéré Philae et Atana, nous repartons en taxi-brousse pour une grande traversée des hauts plateaux. Ben voilà, on est sur la RN7, dans un mini-taxi en direction de Fianarantsoa. Là, on est sur la colonne vertébrale, l'axe, la route de Madagascar qui traverse le pays de part en part. Et nous, comme on en fait le tour, eh bien, on passera en principe jamais dessus avec la charrette. Donc c'est aussi intéressant de découvrir ces magnifiques panoramas des hauts plateaux. Voilà, bienvenue dans l'équipe Philae, bienvenue de retour. Merci. Tu es contente? Oui, oui. En tout cas, nous, on est bien contents d'avoir récupéré notre petite fille. Oui, parce que sans elle, l'équipe n'était pas au complet. Je sais, je suis irremplaçable. Ça va. C'est vrai. Ça nous manquait, le melon. Le C'est melon, vrai, les je suis cheveux. irremplaçable. La famille au complet, nous rejoignons notre première étape, la ville d'Antsirabe. Nous y retrouvons Gilles et Suzanne Nedelec, 2 magnifiques personnes qui nourrissent tous les jours une centaine d'enfants des rues avec leur modeste retraite. Comme nous venons de récolter 12 000 € pour les aider, nous sommes accueillis en fanfare. On les a payés, on leur a donné chacun. Mandemina. Recha, mandemina. L'accueil de ces enfants abandonnés à leur sort nous replonge sans transition dans la misère du pays. Leur joie nous réchauffe le cœur. Et si le bonheur se résumait à avoir une assiette pleine? La plupart des enfants présents ici n'ont aucune existence légale. Sans état civil, ils ne peuvent pas être inscrits à l'école et sont condamnés à vivre dans la rue. Alors, Gilles et Suzanne leur ont donné des noms. Hortense. Comment il s'appelle ce petit garçon? On appelle le Bloom. Il n'a pas encore de l'acte de naissance. Il n'a pas de nom officiel. Ah, il a une jolie tête de beau gosse, hein. Il est tout le temps comme ça. Dès que je passe, maman. Oui, c'est maman. Oui, il s'attache. Le petit s'attache vraiment. Ça fait mal au cœur des fois. C'est toujours un spectacle qui me prend au trip, qui me déchire le cœur. À mon âge, je ne suis sûr de rien. Je ne sais pas si j'ai appris quelque chose dans la vie, mais ce dont je suis vraiment sûr, c'est que les enfants ne sont pas responsables de la vie qu'on leur donne. Et ça me remue trop. Donc ces enfants sont aussi les miens.
Gilles a beau considérer ses enfants comme les siens, la distribution publique de repas ne s'improvise pas. Au départ, quand on a pensé ce projet, on disait le mieux ce serait de faire la nourriture nous-mêmes, ça reviendra moins cher. Et en réalité, on s'est rendu compte que ça pose des problèmes administratifs, d'ordre juridique par exemple. S'il y a un empoisonnement, c'est très très grave, quoi. Donc on a trouvé cette gargotière qui est vraiment une femme charmante. Donc on a établi un deal avec elle, on lui paye 70 repas par jour et avec ça elle nourrit 90 enfants. Et j'ai appris en réalité c'est plus de 90 parce qu'il y en a un qui arrive en retard et la gargotière, Madame Yvonne, leur donne à manger quand même. En France, nous avons collecté suffisamment d'argent pour soutenir l'action de Gilles et Suzanne pendant 2 ans. Ils vont pouvoir souffler un peu. Le problème des associations, c'est la durée. C'est très difficile parce qu'en France ou enfin en Europe, on trouve beaucoup plus facilement des fonds pour construire quelque chose, alors que là, donner à manger, sauver des enfants, il n'y a pas de fin. Non, il n'y a pas de fin. C'est sans fin. En fait, je ne fais pas ça pour gagner le paradis, je fais ça parce qu'il y a un bonheur à se sentir généreux, il y a un bonheur personnel à vivre ces instants. Et comment se fait-il que ce n'est pas un sentiment universel? À Madagascar comme ailleurs, il y a des gens qui ont des moyens et je ne comprends pas qu'ils ne jouent pas cette carte-là. C'est tellement agréable. Vous êtes une super famille. Hein. Grâce à Gilles aussi. C'est content. Très content de venir vous voir. Et il y aura une autre fois parce qu'il y a toujours d'autres fois. D'après l'UNICEF, la moitié des enfants de moins de 5 ans sont dénutris. Nous sommes édifiés par l'exemple de Gilles et Suzanne et pétrifiés par l'immensité de la tâche à accomplir à l'échelle du pays. Oui. Vous voyez, Gilles et Suzanne, ils vous donnent aussi une formidable leçon de générosité. Ils vous prouvent qu'il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué. On préfère recevoir des cadeaux qu'en donner. En fait, non. On peut voir sur une photo qui arrive, là, vous allez voir le sourire radieux de Gilles, qui prouve ce que Bon, déjà, quand on voit le sourire de ces enfants qui sont repus, qui sont rassérénés, qui sont aimés, qui sont choyés, c'est quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Mais voilà, Gilles et Suzanne, ils répondent à cette injonction de Saint Jean de ne pas aimer en parole, mais en action et en vérité. Il ne s'agit pas d'aimer en parole. Les paroles, ça ne nourrit pas. Il s'agit d'agir et d'agir selon la vérité. Vous voyez, ces enfants-là, c'est presque des enfants normaux. Bon, ça pourrait être les vôtres, ça pourrait être les nôtres. Cette gargotière, vous voyez, j'ai surpris sur la photo, j'ai fait traduire ensuite ce qui avait marqué derrière, Tumpo ambino amni asako ao. Ça veut dire, Seigneur, fais que mon travail porte du fruit. Vous vous rendez compte, c'était là, voilà, le travail de Gilles et Suzanne, ils portent du fruit. Vous savez, c'est assez bouleversant, ces gens-là, ils donnent tout, ils ont tout donné, ils ont tout abandonné pour nourrir ces enfants qui sont devenus les leurs. Là, j'ai reçu leur lettre, la petite Hortense qui est là. Ce mois-ci, ils ont dépensé 1 000 euros. 1 000 euros pour nourrir 4 200, j'ai fait une petite note là, 4 200 repas ce mois-ci au mois d'avril. Ils ont servi, depuis qu'ils ont commencé leur œuvre, 190 415 repas. Et là, ils ont dépensé 4 millions d'ariars au mois d'avril. 4 millions d'ariars, c'est 1 000 euros. Voilà. Et là, dans leur cagnotte, dans leur caisse, il leur reste 2 mois de fonctionnement. Ils ont 9 millions d'ariars, c'est 2 mois plus, quoi. Et au-delà, ils ne savent pas. Ils sont en flux tendu. Ils font confiance à l'espérance, ils font confiance à vous, aux donateurs. Et là encore, c'est très difficile de les aider parce qu'ils n'ont pas d'association, ils n'ont pas de créé d'association, ils n'ont pas de page Facebook, ils n'ont pas voulu dépenser de l'argent pour rien, ils n'ont pas voulu, ils sont pas payés, ils n'ont pas de salaire, etc. Bien évidemment.
Donc, c'est compliqué de les aider. Il y a une association qui est dans le sud de la France qui s'appelle Dany et les enfants, des gens de toute confiance qui sont admirables, que l'on peut joindre par un petit mail que vous verrez en fin de présentation, de conférence. C'est baron2@aol.fr. Et c'est que comme ça qu'on peut leur donner de l'argent. Vous pouvez me contacter aussi. Et si vous avez envie de soutenir cette œuvre, vous pourrez... Je pourrais être votre émissaire. C'est difficile de rester insensible à tout ça quand on voit ces enfants dont on sait que leur sort ne change pas. Ils ne sont pas là pour les adopter, ils ne sont pas là pour construire un dispensaire, un hôpital. Ils essaient de les scolariser, ils essaient de les soigner. Ça leur coûte de l'argent aussi, ce n'était pas prévu. Ils ont plein de dépenses supplémentaires en état civil. Ils ne peuvent pas changer le sort du monde. Vous voyez, il est très fataliste, Gilles. Il est aussi résigné parce que ces enfants ne sont pas les siens et c'est des enfants qui ont des parents souvent, ce pas des orphelins, mais c'est des enfants qui peuvent pas, des parents qui ne peuvent pas s'occuper d'eux. Donc voilà, c'est small is beautiful, vous voyez. Mais là encore, pouvoir aider leur travail, ça justifie tout. Ça donne. Vous ne pouvez pas savoir la puissance des euros. Là-bas, nourrir un enfant, là-bas, ça ne coûte rien. Ça ne coûte même pas 1 euro. Et il sera nourri pour la journée. C'est insensé. Donc, si vous voulez les aider, c'est possible. L'œuvre suivante, c'est une œuvre importante qui a compté dans nos vies, puisque c'est l'œuvre du père Emeric à Miodainville, à Tanzumwa, à Voipen. Et c'est une des raisons pour laquelle on est venu à Madagascar. Je propose tout de suite une vidéo qui vous parlera mieux que moi, qui suis un indigne, qui me retranche derrière les images, un indigne serviteur de toutes ces causes qui nous dépassent. Notre première étape est à Voipen. Après 140 km de goudron dans les pattes, nous ne sommes pas fâchés d'arriver. Un ami y avait passé 1 an et par de longues lettres passionnantes nous avait donné envie de découvrir ce pays. C'est le foyer pour handicapés de Tanzumwa. Son directeur, le père Emeric, nous y accueille chaleureusement. Bonjour, merci de nous accueillir. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Alors Père Emeric, est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement quelle est la mission de Tanzumwa? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors d'abord, c'est un foyer pour des jeunes handicapés physiques qui apprennent un métier, qui vont à l'école. Et puis après, beaucoup d'autres choses sont greffées. On a accueilli des jeunes orphelins abandonnés. On a ouvert beaucoup de centres de santé pour des gens qui étaient très mal pris en charge, avec en partie les tuberculeux, enfants malnutris, des malades pauvres. On a aussi des écoles dans des villages de parias, 2 écoles. On a des cas de figure tellement différents. Et ça fait beaucoup de monde quand même. Ça fait beaucoup de monde. La visite des lieux commence par un atelier de prothèses. T'as vu Alexandre? Regarde, ici, il fabrique des attelles. Il serait impossible pour ces personnes de marcher. Ah, impossible, totalement impossible sans ça. Oui, tout à fait. Les ouvriers étant eux-mêmes handicapés, ils sont les mieux placés pour améliorer le confort des attelles. Donc il sait le faire pour les autres. Voilà, c'est ça. En plus d'un emploi, les travailleurs de Tanzumwa ont une protection sociale qu'ils n'auraient pas si facilement ailleurs. Alors où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Maintenant, je l'amène à l'école ménagère. À Tanzumwa, les jeunes peuvent se former à toute une panoplie de métiers. À l'école ménagère, ils ont la possibilité d'apprendre le b.a.-ba de la couture. Mais le foyer possède aussi un atelier de menuiserie pour ceux qui peuvent se tenir debout. Pour les jeunes qui doivent rester assis, une école d'informatique et de bureautique les prépare à devenir employés de bureau. Le foyer possède aussi sa propre salle de rééducation. Alors, ici, vous voyez, une chose importante, c'est qu'une fois par an, nous invitons les spécialistes d'orthopédie qui viennent pour examiner tous nos jeunes ici, plus tous les handicapés de l'extérieur. C'est sœur Honorine, elle-même atteinte de la polio dans sa jeunesse, qui aide les jeunes patients à retrouver l'usage de leurs mains. Après, quand les mains fait comme ça, les mains aussi, les mains aussi fait comme ça, pour faire la rééducation comme ça. Ici, la rééducation est vécue comme un moment de détente et de loisir. Comme un sport. Et petit à petit, ça va se redresser. Ah.
fait là quand il y a la petite marche? Et un jour, l'objectif, c'est qu'il ait des attelles. Oui, c'est ça. Les chaussures des attelles puissent marcher sans fauteuil, sans chariot. Pour ça, il faut que les jambes se déplient. Les gens, ils préfèrent être avec des attelles? Oui. Ils trouvent ça être debout. Ils préfèrent être debout que d'être assis sur un fauteuil? On peut plus faire de choses. C'est une victoire extraordinaire, ceux qui arrivent à marcher. Et on en voit, ils arrivent paralysés. Complètement paralysés. Ils ne bougent même pas les petits doigts de pied. Et au bout d'1 an, 2 ans, ils commencent à marcher. Et puis un jour, pour marcher, vraiment. Tanzumwa, vous faites des miracles. Mais je pense parfois, la sœur fait des miracles aussi. Pour financer toutes ces activités de réinsertion et de soutien aux plus démunis, le foyer investit notamment dans le reboisement. Sur plusieurs hectares de collines pelées, vestiges d'une ancienne forêt vierge détruite par la déforestation, Tanzumwa prouve que tous les miracles sont possibles. Ça fait 4 ans que le foyer Tanzumwa a commencé un programme de plantation. Donc notre objectif en septembre 2017, c'est d'arriver à 160, 180 000 arbres. Wow. Voilà. Alors ici, on a planté principalement 2 grandes espèces, hein. Donc le quinine, qui est en France l'eucalyptus, et puis l'acacia, qui sont 2 espèces qui poussent très très vite ici. En 3, 4, 5 ans, on a déjà des arbres qui font 30 cm de diamètre. Donc toutes ces terres qui sont improductives deviennent productives. Exactement. Apportent une richesse à la fois au foyer, mais aussi au pays. Il va falloir attendre 10 ans avant de pouvoir tirer profit de ces jeunes pousses qui devraient atteindre à terme 20 mètres de haut et produire chacune une vingtaine de planches. Grâce au climat local, chaud et humide, les arbres poussent à une vitesse phénoménale. Et les plus anciennes parcelles ne laissent aucun doute sur la réussite de ce pari. Ah, tu dis, donc ils ont quel âge ici? Et alors cela, c'est 5 ans après. 5 ans après plantation. Ah, là, il fait 13 mètres, 15 mètres. C'est un arbre de 15 ans en France, quoi. Voilà. C'est la première fois que nous voyons un reboisement qui réussit. Ça tombe bien, nous avons obtenu 6 000 € de la Fondation Nature et Découverte pour les encourager. Et nos 22 hectares commencent par un premier pied. Ah ouais, ça c'est magnifique ça. Ah les petits quinines, bonne chance dans la vie. Grandis bien. Ici, c'est un CRENAM. C'est un centre pour la récupération nutritionnelle des enfants malnutris. On reçoit actuellement entre 150 et 200 enfants par semaine. Orphelin de mère. Voilà, c'est ça. Vous allez lui donner vous avez bon espoir. Oui, tout à fait. On a un tas de produits qui sont très très bons et qui vont vraiment aider l'enfant à reprendre du poids et retrouver la vie. C'est indispensable qu'elle vienne ici pour prendre une nourriture complémentaire très importante. La base de cette nourriture, c'est du riz et du lait en poudre. Ce dernier est offert par Socolay, une entreprise malgache basée à Antsirabe. Ici, on donne de la nourriture aux mamans. Alors, il y a du riz et puis aussi du thon. Voilà, c'est ce qui se passe ici tous les mercredis. Mais c'est triste, mais aussi c'est beau parce qu'on voit qu'on donne une réponse aux gens. Et porter toutes les fougères, ça ne vous affecte pas? Ah ben si, parfois. Vous ne découragez pas? Non, ça va. La recette de ce miracle se trouve dans l'amour inconditionnel prodigué par le Père. Toi aussi, tu te fais de la répartition de nourriture dans des boîtes? Oui. Comment ne pas se décourager? Comment garder l'espoir? Et ça, c'est son quotidien, toutes les semaines, toute la vie. Et il y a un moment, il faut agir. Alors où est-ce qu'on se place? À quel endroit on est? Et puis agir ponctuellement, mais agir toute sa vie. Agir comme lui? Comment ne pas être touché? Comment ne pas être bouleversé? Dès les premiers tours de roue, c'est toute la mission qui nous emboîte le pas. De Tanzumwa, nous repartons gonflés d'énergie et d'espérance, à l'image de tous ceux qui vivent ici, qui semblent dopés à la joie et à l'amour.
Voilà, ces missionnaires, encore une très belle figure de missionnaire qui incarne cette citation du père Tilliette que j'aime beaucoup. Il faut vivre ce qu'on a le courage de penser et penser ce qu'on a l'audace de vivre. Donc là, il y a une totale adéquation entre l'action et la pensée, l'action qui est une pensée en acte. Vous voyez, c'est un paysage de rizières qui sont a priori fertiles, mais sur lesquels s'abattent soit des criquets, soit des cyclones, soit de la sécheresse, soit du feu. Là, à Vaux-Ypen, 320 maisons ont brûlé ce mois-ci. Et donc là, le père se démène pour essayer de reconstruire ces maisons. La photo d'après, s'il vous plaît. Vous voyez, il a des enfants. Il a des enfants de plein d'ethnies différentes qui n'avaient pas le droit de se parler. Et cette mission avait été créée par le père Carme, qui était venu là pour essayer de réconcilier ces ethnies ensemble, les Antémours, contre une autre ethnie qui était paria. Ça, c'est la case derrière du père Carme qui a vécu 20 ans là-bas. Il s'est installé en 56, un peu plus de 20 ans, 30 ans même, pardon. Et là, le père Emmerich essaie de faire pousser des légumes aux gens parce qu'il n'y en avait pas. Figurez-vous, sur les bords du fleuve qui se jette là, les gens ne faisaient pas de légumes. Et pour aller avec le riz, c'est quand même indispensable. Donc, toute la mission essaie d'améliorer le sort des gens avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Le Crénam, vous l'avez vu, mais aussi beaucoup d'adultes handicapés pour lesquels la mission construit des maisons et d'adultes enfants qui sont abandonnés là. Et que les coopérants qui viennent, les coopérants Fidesco, il y a toujours un couple. Ralentis un petit peu, s'il te plaît, Vianney. Les coopérants Fidesco sont toujours là, demeurent. La Fidesco a décidé de dédier un couple à la mission. Donc là, c'était Alban et Jérôme de Saint-Chamas qui s'occupaient de la gestion du foyer parce que le père ne peut pas être au four, au moulin, à l'église et partout. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a notamment aussi, et je voudrais la saluer, une femme médecin qui s'appelle Rose Bruchet, qui vient depuis 20 ans. Elle vient chaque année, 6 mois, je crois, autant que son visa l'autorise. Elle est venue pour la 20e fois offrir des soins au dispensaire qu'a créé le père. Et le père, lui, fait la tournée des voisins, des gens très très pauvres, auxquels il a offert une maison. Vous voyez, cette maison a été offerte par la mission, parce qu'avant, ces gens-là, qui étaient des gens déplacés, des déplacés cycloniques, des déplacés de guerre ethnique, des gens qui quittent tout parce que tout a brûlé ou ils sont pauvres, on ne peut pas savoir pourquoi les gens se déplacent et quittent, sont en exode. C'est la photo d'après qui montre dans quelle maison ils habitaient. Voilà, ils habitaient dans la paillote par terre, là, et le père est arrivé et a dit non, c'est pas possible, vous allez avoir une maison digne de vous, et il leur a offert une maison. Il a construit comme ça 350 logements. Et il y a aussi des coopérants de passage qui viennent faire de l'animation, qui viennent encadrer. Là, c'était une jeune fille qui s'appelait Diane, qui travaillait à Fianarantsoa pour une autre ONG et qui était venue apporter un petit coup de main à la mission. Et il y a des enfants qui se font opérer lourdement par un hôpital de Bonne Sœur qui est à côté, l'hôpital de Eninsua, qui est financé par des Italiens. Mais là, ici, il y a un centre de rééducation très fort pour les handicapés et il y a aussi un centre pour les tuberculeux. Là, c'est une sorte, il y a une léproserie, il y a aussi un endroit pour les tuberculeux. Là, il y a 70 tuberculeux qui sont confinés, ils ne sont pas mélangés aux autres populations qui sont sous antibiotiques, qui sont soignés. Donc, c'est un travail incroyable, démesuré. Le père est sur tous les coups. Et donc, je vous engage à soutenir l'immensité de son œuvre. Tanjomoa, c'est simple, si vous faites tanjomoha@yahoo.fr ou vous m'appelez, je vous écrirai, je vous répondrai. Tanjomoa@yahoo.fr, ils ont une publication qui s'appelle La Pirogue et le père évidemment anime la messe, c'est quand même son premier travail, son premier boulot. Il s'est donné au Christ. Il a suivi le chemin, la vérité et la vie. Ça passe par le don de soi et toutes ses œuvres, tout ce qu'il fait. Une œuvre, qu'est-ce que c'est une œuvre? Une œuvre, c'est comme une œuvre d'art. C'est fait par un artiste. Eh bien, à sa façon, le père Emmerich est un artiste de la générosité, un artiste du genre humain, un artiste de notre humanité en voie de guérison permanente, puisque la maladie de la pauvreté, elle n'a pas fini de courir. Donc, aider Tanjomoa, c'est quelque chose qui engage à vie, puisque lui a engagé sa vie. Son immense projet, là, dont il me fait part, il me demande de trouver des fonds pour ça, c'est de développer de la vanille.
parce que la vanille dégage beaucoup d'argent, évidemment, pour pouvoir générer de l'argent pour la mission, parce que les arbres dont on parlait tout à l'heure, les plantations, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour faire tourner la mission. Il faut trouver d'autres sources de revenus. Alors, il y a les prothèses, on les a vues, il y a beaucoup de choses, il y a les meubles qu'ils fabriquent avec les menuisiers, qu'ils revendent. Mais voilà, le père cherche à se diversifier, il a un potager, il fait des avocats, il faut beaucoup de légumes qu'ils essaient de vendre aussi. Mais la vanille, ça dégage une marge très, très bénéficiaire. Donc voilà, si vous voulez aider la mission pour le projet vanille avec une donation, eh ben, elle sera bienvenue et je peux vous assurer qu'elle se traduira en 2 ans, 3 ans par une première récolte de vanille qui permettra à la mission de souffler un peu et d'être un peu plus indépendante. Alors, voilà pour Tanjomoa. On pourrait en parler une vie, hein. C'est une vie. Je vous propose de conclure, avant de passer aux questions-réponses, eh bien, par une autre rencontre qui est assez phénoménale, qu'on a gardée pour la fin, qui est la rencontre avec le père Pedro Opeka, dont on ne s'estimait pas digne de le recevoir avant d'avoir fait 3000 d'aller le voir, pardon, avant d'avoir fait 3000 km et de parler un peu malgache. On n'osait pas se présenter devant lui, c'était peut-être un péché d'orgueil. Toujours est-il qu'on a tardé à aller le voir, et c'est sur la fin de notre voyage, un peu comme une récompense, que c'est noué une amitié entre nous. Et quand on lui a dit, mon père, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Eh bien, il m'a dit, écoutez, je reçois tous les jours des familles qui ont tout perdu dans le dernier cyclone qui, à l'époque, s'appelait Enao. Alors voilà, si vous pouvez m'offrir 1 ou 2 maisons ou 3 maisons, ça sera merveilleux pour ces familles. Je dis, très bien, mon père, ça coûte combien une maison ? Il dit, ben, une maison, ça coûte, vous allez voir la photo d'après, une maison construite par le père Pedro, c'est une vraie maison. C'est une maison solide, en dur. C'est la photo d'après. Peut-être après la vidéo, je ne sais pas dans quel ordre elle était. C'est des maisons qui sont belles, qui sont construites en briques, avec de la tôle, avec… alors ça, c'était quand on s'est rencontrés. C'est des vraies maisons, ce n'est pas des cabanes, ce n'est pas des cabanons. À Tana, il fait froid la nuit. Voilà, c'est des vraies maisons qui sont sublimes. Et ce sont des familles qui se voient attribuer des maisons comme ça. Et ça coûte un peu cher, ça coûte 5 000 €. Et la maison. Alors, vu d'ici, ça ne coûte rien. Qu'est-ce qu'on fait avec 5 000 € en France ? Pas grand-chose. Si, peut-être un cabanon de jardin ou un garage pour sa mobilette ou ses bicyclettes. Là-bas, on fait une vraie maison qui peut héberger jusqu'à 8 personnes. Et donc, on a pu en financer 4. On a trouvé des donateurs. Ce n'est pas nous qui finançons, hein. Moi, on ne finance rien du tout. On participe un peu. On se décarcasse pour trouver tout cet argent. Mais c'est vous les donateurs qui avez participé, qui avez construit ces maisons, qui en 3 mois étaient construites. C'est hallucinant l'efficacité de cet homme. Bon, il faut dire qu'il dispose d'une armée de constructeurs, puisque les habitants d'Akamassu, il y a 100 000 personnes quand même. Au total, enfin 60 000, j'exagère un peu, mais il y a tellement de gens qui vont et qui viennent. Il y a 30 000 personnes qui travaillent dans les carrières, qui construisent des pavés, qui construisent des briques, dont c'est devenu le métier d'être constructeur. Donc c'est eux-mêmes qui construisent leur propre maison avec l'argent qui vient d'ailleurs. On a construit 4 000 maisons, mais je vous laisse regarder cette mission d'Akamassu, comment elle fonctionne grâce à l'énergie du Père. Nous profitons de cette immobilisation forcée pour découvrir un homme exceptionnel. À Tana, la messe du Père Pedro est un événement incontournable. Tous les dimanches, dans une salle multisport aménagée en immense église, ces cérémonies pleines de danse, de couleurs et de ferveur peuvent réunir jusqu'à 10 000 personnes. Prêtre argentin d'origine slovène, Pedro Opeka est très influent sur l'île. Il est le fondateur de l'association Akamassu, qui recueille les plus démunis pour leur offrir éducation, travail et dignité. Un père bienfaiteur dont l'aura est incommensurable. Après l'office, nous retrouvons Père Pedro chez lui, où il accueille des enfants de la rue et des femmes dans le besoin, bien souvent des filles mères. Après la messe, l'Eucharistie, il y a une autre messe, la messe des pauvres, où les gens disent, bon, tu as bien parlé, maintenant aide-nous. Il y a 30 000 personnes qui passent par an.
Ici. 30 000 personnes. Et vous avez 30 000 en permanence? Non, 25 000 en permanence, plus 30 000 qui passent. Nous arrivons à Ambagnal, là où tout a commencé. Tout le monde dit bonjour. Hein. Ah ouais. Pas une personne qui ne dit pas. Hein. Ah ouais. De tous les âges. Hein. En 1989, déjà missionnaire depuis 14 ans dans la brousse malgache, Père Pedro songe à quitter l'île quand il tombe sur cette immense décharge. Il y voit des enfants dans un dénuement total, arpenter pieds nus les montagnes de détritus pour récupérer le moindre objet susceptible d'être revendu dans la rue. Choqué par l'extrême pauvreté de cette population abandonnée, il décide de poser ses valises ici. L'école commence sous un arbre, quelques cabanes en bois remplacent les bidonvilles. Les travailleurs quittent la décharge et deviennent les maçons de leur propre maison. C'est leur nouveau métier. Puis le village s'agrandit et les constructions s'améliorent. Des rues pavées naissent, puis des égouts et l'eau courante. Le Père Pedro devient bâtisseur, entraînant avec lui une communauté qui ne cessera de grandir. Alors voilà, autrefois c'était tout comme ça ici, tout comme ça. Et bon, vous savez, on ne peut pas ne pas aider ces personnes-là. Ce sont des êtres humains comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Nous avons la même dignité. Pourquoi les uns doivent vivre dans des conditions si horribles, si inhumaines, et bien d'autres vivent dans un confort qui dépasse les normes, qui dépasse le bon sens, comprenez? Passe les bons sens. Moi, je vis avec eux depuis 47 ans. Je vois que la joie de vivre, ce n'est pas d'avoir plus, mais c'est d'être plus, mais avoir le nécessaire. Avoir le nécessaire. Le minimum. Le minimum, exactement. Le nécessaire. Au-delà des prouesses matérielles, c'est ça la force de l'association. En bientôt 30 ans, les premiers enfants d'Akamasu sont devenus médecins, professeurs, artisans et participent au rayonnement de la communauté auprès des élites. Mais surtout, il règne ici un calme, un respect et une bienveillance que nous n'avions jamais vus dans un quartier pauvre. Ici, chaque euro qu'on nous donne, il est dépensé pour les plus pauvres, pour chaque enfant. Ici, tout est partagé, tout. Pas seulement l'argent, mais aussi notre vie, aussi notre patience, aussi notre amour, notre santé, notre persévérance. Et chaque euro qu'on reçoit, eh bien, il est multiplié par 10 ici, par 10. Et quand les gens voient cela, ils veulent participer. Et nous aussi, nous décidons sur le champ d'organiser un financement participatif afin de réunir les 20 000 € nécessaires pour bâtir 4 maisons pour 4 familles arrivées le jour même. Et ici, bientôt, il y aura 4 logements. Grâce à vous, grâce à votre générosité. On est très surpris en venant à Akamasu de voir ces sourires, cette joie, ce calme. C'est un des endroits les plus joyeux de Madagascar. Hein? Pour nous, hein. Ben, je dis toujours, quand vous aimez la fraternité, quand vous aimez le respect, l'entraide, la joie de vivre, ben, vous récoltez la même chose. Hein? Akamasu veut dire les bons amis. Ma main est guérie et notre morale restaurée. Il est temps de repartir. Et je me dis que sans cette main cassée, nous n'aurions jamais rencontré cet homme incroyable. Tout est grâce. Oui, tout est grâce. Surtout la chance et la grâce de rencontrer des hommes pareils. Hein. Ça me fait penser à ce passage des Écritures où une dame dans la foule essaye de toucher la tunique de Jésus en attrapant sa tunique. Et l'Écriture dit que Jésus se retourne et qu'une énergie est sortie de lui. Il a senti une énergie sortir de lui. Et ben, c'est un peu ça, le Père Pedro. C'est une énergie dispensatrice éternelle à tous ceux qui s'approchent de lui. Et quand on a la chance de s'approcher de lui, de l'écouter, d'aller à sa messe, rien que ça, c'est quelque chose qui vous marque à vie. Alors quand on a la chance en plus d'avoir son amitié, d'attirer son regard, on a envie de déplacer un petit gravier au pied de la montagne qu'il déplace tous les jours. Vous voyez, pour moi, et c'était un petit peu le but de cette conférence, le véritable héroïsme de
dans ce pays et dans notre histoire. C'est pas nous qui avons poussé une charrette, tout ça est totalement dérisoire, les Malgaches le font tous les jours. Les vrais héros, les vrais surhommes, au vrai sens du terme, c'est ces gens qui ont donné leur vie, pas pour s'élever, mais pour élever les autres. Même pas pour se dépasser. Parce qu'on dit toujours, le surhomme, il faut se dépasser, il faut se dépasser. Eux, ils se retournent et ils élèvent les autres. Ils se retournent, ils s'abaissent et ils élèvent les autres. Il est là le véritable héroïsme. Et ça vous bluffe, ça vous remet l'église au milieu du village, ça vous remet le soleil en plein midi, en pleine face. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ces héros de notre quotidien à Madagascar qu'on a pu rencontrer, qui essaient de lutter contre cette misère noire qui affecte tout le monde et qui fait que tout le monde se démène pour essayer de survivre à Madagascar. Et des gens comme ça essaient de rompre le cercle vicieux de la pauvreté, de l'égoïsme et de l'aliénation de la pauvreté. Donc là, le père Pedro, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je l'ai appelé, j'ai eu la chance de l'avoir. Ce n'est pas quelqu'un qui est facilement disponible. Et je lui ai demandé ce que faisait le confinement pour lui. Alors ça, c'était le vieux projet qu'on a financé des 4 maisons. Et des 22 000 € que vous avez donnés, il y avait 315 contributeurs, 22 000 €. Et 3 mois plus tard, c'était 4 maisons. On peut passer ça, Vianney. Voilà, les maisons, les voilà. Elles ont été construites. Alors non, je vais arrêter là pour vous dire la misère de cette famille qui a eu la maison. C'était une dame qui était arrivée sans mari. Elle était veuve et elle est morte, figurez-vous, de la peste 2 mois plus tard, 2 ou 3 mois plus tard. Et donc ces enfants-là étaient orphelins, ils avaient une maison, mais ils n'avaient plus de mère. Et donc le père Pedro les a laissés là, il leur a trouvé une tutrice qui est une jeune fille, jeune adulte de la mission, qui vient les éduquer, qui est un petit peu leur mère d'adoption. Et donc les enfants n'ont pas été chassés de la maison qu'ils ont récupérée. Et pour vous dire la difficulté de la vie à Madagascar, la difficulté de ces gens, on peut passer la photo, Vianney. La difficulté, alors ça si vous voulez noter, vous pouvez le faire pendant que je vous parle. La difficulté de la vie de ces gens, c'est quelque chose d'incroyable. Les malheurs se succèdent. Et donc là, le père Pedro, il a 150 familles qui habitent dans des maisons en bois. Vous voyez dans le petit film, il est aux côtés d'une dame avec sa fille qui sont encore dans une cabane en bois alors qu'il y a des maisons en construction autour d'eux. Il a encore 150 cabanes en bois qui cherchent des familles, donc qui cherchent des donateurs pour construire d'autres maisons. Donc, vous voyez le tarif d'une maison, c'est 5 000 €. Elle sera construite dans 5 mois si vous êtes capable de donner ça et vous aurez une déduction fiscale à hauteur de 66%. Je sais que l'heure n'est peut-être pas à la générosité alors que l'inquiétude s'abat sur le monde et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et les actions en bourse se sont écroulées. Sachez que là, ce ne sont pas des actions qui s'écroulent, ce sont des actions qui s'érigent en maison, en parpaing et en toit pour ces gens qui sont quand même beaucoup mieux et beaucoup moins bien lotis que nous. J'ai contacté Vendée à Kamassou qui est prêt aussi à recueillir vos dons pour le père Pedro, ces maisons-là. Ce n'est pas moi qui le ferai. Si vous avez des dons à faire, faites-le via Vendée à Kamassou, mais moi je peux transmettre. Vendée à Kamassou, ça se trouve sur Internet, ça se trouve sur Facebook. Ils viennent d'envoyer 25 000 € au père Pedro parce qu'à cause du confinement, dans la carrière, les 30 000 personnes qui y travaillent ne pouvaient plus travailler, ne pouvaient plus vendre leurs pierres, leurs parpaings, etc. Ils étaient chez eux presque condamnés à mourir de faim. Parce qu'à Mada, on n'a pas d'économie, si on ne travaille pas, on meurt. Donc le confinement était très compliqué. Et donc il a dû dépenser beaucoup d'argent pour nourrir tout ce peuple. Il y a 2 containers là, qui sont partis avec 15 000 boîtes de sardines qui ont été données par des entrepreneurs de Vendée. Et l'autre jour, un monsieur a appelé et a dit « J'ai 50 fenêtres double vitrage en PVC à vous donner ». Et Vendée à Kamassou les a mis dans un conteneur, ça leur a coûté quand même 6 000 €. Et le conteneur est parti, devrait arriver au mois de juin, avec 50 portes, fenêtres et fenêtres pour les futures maisons qui seront construites grâce à votre générosité pour le père Pedro et les 150 familles qui sont encore en attente de logement. Voilà, je pourrais parler éternellement, mais je vais plutôt vous laisser la parole et répondre à vos questions si vous en avez. Je suis à vous. J'espère que le son s'est un petit peu amélioré et que la bande passante s'est améliorée. Voilà. Que dire de plus ?
En effet, Alexandre, un immense merci. On va prendre maintenant avec grand plaisir vos questions et je vais te repasser la parole, Alexandre, dans un instant. Je vais donc prendre les questions. Nous avons un message de Emmanuel qui dit « Alexandre, redis-nous la si belle phrase que tu as citée. Il faut vivre ce que l'on a le courage de penser. Il me manque la suite. » Il faut vivre ce qu'on a le courage de penser et penser ce qu'on a l'audace de vivre. Penser ce qu'on a l'audace de vivre. C'est que la réflexion et l'action sont liées, mais il faut être en harmonie, en cohésion entre les deux. Et sinon, on n'est pas dans ses bottes, on n'est pas soi. On est malheureux et on court après des miroirs aux alouettes qui vous rendent malade, qui vous rendent malheureux et qui sèment le trouble dans votre vie conjugale, dans votre vie familiale. Voilà, une des conditions d'être heureux, c'est d'essayer de vivre ces deux choses, action et pensée, en adéquation. Et c'est pas moi, hein, c'est le Père Tilliette qui dit ça. Vous trouverez la citation sur Internet sûrement. Alors, il y en a une très belle de Saint José Maria Escriva qui va un petit peu dans le même ordre et que j'aime beaucoup. C'est il faut demander dans nos prières au Seigneur de nous donner la force de faire ce que nous devons, faire son devoir et être présent à ce que l'on fait. Pas faire son devoir en pensant à autre chose, mais être présent à ce que l'on fait. Être à ce que l'on fait. Faire son devoir et être à ce que l'on fait. Il y a le faire et il y a l'être. Là aussi, c'est une façon de rejoindre le faire et l'être. Faire ce que nous devons et être à ce que l'on fait. Alors, nous avons quelques mots de remerciement des voyageurs. Ariel nous dit merci pour ce beau témoignage. Et nous avons une question de la personne qui a rentré son nom avec FXH. Bonjour, comment se passe le retour après une expérience si intense? Eh bien, j'essaie d'être à ce que je fais. Et moi, mon devoir, c'est d'écrire. Donc, je suis écrivain, c'est mon métier. J'ai été pas mal dispersé l'année dernière. J'ai fait des bêtises, je me suis fait mal, j'ai eu un accident. J'ai tourné en rond et j'avais beaucoup de mal à mettre de l'ordre et à ne pas être écrasé par tous ces témoignages. Et ces impressionnants témoignages, eh bien, je me suis assis, ce confinement m'y a aidé. À toute chose malheur est bon, tout est grâce, comme je disais, même quand ma main cassée m'a permis de rencontrer le Père Pedro. Alors vous voyez, tout peut être grâce. Et ce confinement m'a aidé à écrire. J'avais commencé déjà la rédaction, mais donc là, je viens de remettre en début de semaine les 168 premières pages de Madatrek, les 6 premiers chapitres, qui nous conduisent pas bien loin, mais qui nous mènent déjà au 6 ou 7e mois de notre présence à Madagascar. Et là, je crois que je vais passer le booster parce que je dois remettre la fin du manuscrit pour le mois d'août, pour une sortie au mois de novembre, pour Noël prochain, du premier tome qui va conduire de Tana jusqu'à Tuléar. Voilà, ce sera les premiers 1000 kilomètres de Madatrek, qui en a compté près de 5000, je crois. Donc, il va y avoir d'autres livres, d'autres écritures. Voilà, je dois me visser à mon bureau pour écrire. C'est important, sinon on aura marché en vain, parce que des conférences comme ça, elles sont merveilleuses, mais elles passent. Elles vous auront touché, vous êtes 100. Mais mon livre peut toucher et beaucoup plus de gens et peut s'inscrire dans l'histoire de ce pays et de nos relations franco-malgaches sur plusieurs années et j'espère me survivra par définition. Et je crois que c'est plus important que tout. Et on est toujours très présent à Madagascar, on est associé à beaucoup d'actions. On vient avec Alliance et Mission Médicale, une association extraordinaire de Bruno Butin, qui avait pu financer un rayon X pour nous à Farafangan, enfin pas pour nous, pour les sœurs des filles de la Charité qui sont là-bas depuis 1901. Alors ouais, ça rend modeste. Elles sont là-bas depuis 1901 à s'occuper de lépreux. Et nous, on passe, mais pof, on a réussi grâce à Bruno Butin à leur fournir un nouveau rayon X pour leur diagnostic. Et c'est AMM aussi qui a construit une maternité à Vohemar qui porte le nom de ma maman qui est morte d'un cancer en chemin. Et qui est active, puisqu'on a un couple de cousins argentins, figurez-vous, le monde est petit, qui a réussi à arriver à Madagascar juste avant le confinement et qui est maintenant actif dans cette maternité et qui a déjà accouché des enfants. On a reçu la photo il y a 2 semaines de ça, du premier bébé qui avait accouché, qui était né à Vohemar.
Donc, vous voyez, on est toujours présent avec AMM. On vient avec le relais de Fianna Ransou, Luc Roncin, que je salue, un homme incroyable qui déplace lui aussi les montagnes. J'aurais pu faire aussi une chronique sur lui, je le ferai sûrement un jour, et l'œuvre exceptionnelle qu'il accomplit, eh bien, de lancer un projet avec 500 000 masques. On a levé 120 000 € grâce à Esperanza, Joie des enfants, une autre association très active avec Philippe Thirion. Il y a tellement de gens merveilleux qui font des choses merveilleuses à Madagascar et qui sont le bras armé pour tous ces gens qui ne sont pas aidés. Donc 500 000 masques. Et puis, bon voilà, toujours on est très actif. On a cette forêt de Voïboul, ce sera peut-être l'objet de ma prochaine conférence. Cette forêt de Voïboul, la dernière forêt de la côte Est qu'on essaie de sauver désespérément. Elle fait 1600 hectares. Ça nous coûte 600 € par mois. On a 12 gardiens, on n'a plus d'argent. Voilà, oui, je pense aux autres, mais je ne pense même pas à moi. On n'a plus d'argent. Si vous voulez nous aider, on a besoin de sous pour donner du riz aux familles de nos gardiens et aux villageois qui aussi, sur le canal des Pangalanes, sont désespérés pour sauver cette forêt qui contient la plus petite grenouille du monde et le plus petit caméléon du monde. Alors, c'est des choses modestes, là encore, qui ne sont pas très impressionnantes, mais qui comptent pour nos cœurs. On doit sauver la forêt de Voïboul. On a créé une association pour ça, qui s'appelle Razani Voïboul. On peut recevoir des chèques qui sont déductibles. Donc là aussi, si vous voulez nous aider et si vous voulez aider cette forêt, la dernière forêt de la côte Est malgache à survivre, c'est possible. Alors, on a beaucoup de questions et de mots de remerciement. On va peut-être, si tu veux, je vais essayer de faire plus court. Des réponses un peu plus courtes, merci. Alors, on a une question de Ariel. Comment est vécue aujourd'hui la crise du coronavirus? Pour les Malgaches, c'est très fictif. Ils ne le voient pas. Ils ne voient pas de gens mourir. Ils ne voient pas de gens tousser. Ils ont peur. On leur dit des choses, mais ils ne le comprennent pas. Et ils ne peuvent pas être confinés. Donc, le confinement ne sert à rien. Il ne marche pas. Là-bas, c'est illusoire parce qu'ils sont entassés les uns sur les autres. Quand vous êtes 8 sous une case en tôle ondulée sous le soleil, vous ne restez pas à 8 confinés à l'intérieur et vous devez sortir pour gagner votre vie. Donc, ce qui compte, c'est le masque. Et donc, le président a été très clair et de ce point de vue-là, il ne s'est pas trompé. La première chose qu'il a fait, c'est fermer son pays aux avions. Donc, les vecteurs n'étaient plus là. Donc, il a eu très peu de gens malades qui sont arrivés dans son pays. Donc, il a pu les confiner, ceux-là, avec des quarantaines. Mes cousins argentins ont fait 14 jours de quatorzaine dès qu'ils sont arrivés. Et donc, les cas contacts ont été tout de suite identifiés et la pandémie a été tout de suite jugulée. Si on avait fait la même chose en France, on n'en serait pas où on en est. Donc là, c'est nous qui sommes dans l'erreur, ce n'est pas Madagascar. Fermer les frontières, contrôler les avions, contrôler les gens qui sortent des avions, c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire. Les masques, le président a dit personne ne sort sans masque. Alors, c'est compliqué, les Malgaches ne pouvaient pas avoir de masque, ils n'en avaient pas. C'est pour ça qu'on a eu cette idée d'en fabriquer 500 000. Mais bon, ils en ont besoin de millions. Et beaucoup d'industriels à Madagascar, je salue Akanj qui s'est mis à en faire 1 million, et des industriels du textile aussi qui se sont tous convertis à faire des masques, et le gouvernement aussi s'y est mis. Donc, des masques pour tous, c'était très important. C'est le premier déconfinement, le masque, hein, et nous autres Français allons devoir en porter, il faut s'y faire, et ne pas en porter, je crois, c'est criminel et irresponsable. Voilà. Dans le message de Marietta qui dit « Bravo Alexandre pour avoir parfaitement traduit le quotidien du père Pedro qui œuvre depuis 50 ans auprès des plus pauvres d'Akamasou. » Une personne qui dit « C'était passionnant, un grand merci. » Quelqu'un d'autre encore qui dit « Merci 1000 fois d'avoir mis en lumière ces personnes si exceptionnelles. » Nous avons une question de Xavier qui dit « Quelle direction prend le gouvernement malgache pour lutter contre cette misère? Le pays a tant de potentiel. » Compliqué, hein, ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Le président actuel est très idéaliste, il est très jeune, il est assez bien entouré. Je connais plusieurs de ses ministres, je suis en relation avec certains d'entre eux. C'est quelqu'un d'assez idéaliste, il fait ce qu'il peut. Je crois que la critique est facile, est aisée, et l'art est difficile, même pour notre pays. Hein. Le président Macron, j'aimerais pas être à sa place, ni être notre Premier ministre. Ça doit être très difficile d'assumer les pots cassés et les bananes et de faire un exercice de vérité. Ça, je crois que c'est ce qui est le plus difficile pour les politiques. Si parler en vérité, je crois que ça serait mieux perçu par nous tous, malgaches ou français. Donc, je crois que le président malgache doit s'attaquer à 2 priorités de mon point de vue. C'est des routes. Ce que le peuple malgache m'a dit, c'est qu'ils avaient besoin, enfin m'a dit, il m'a pas dit, j'ai pas dit bonjour au peuple malgache, mais à travers les milliers de gens qu'on a rencontrés, ils avaient tous besoin de routes pour vendre leur production. Ils ne peuvent pas produire, donc ils ne peuvent pas vendre.
parce qu'ils ne peuvent pas produire, parce qu'ils ne peuvent pas écouler leur production. C'est aussi simple que ça. Donc, ils sont pauvres parce qu'ils ne peuvent pas produire, parce qu'ils ne peuvent pas écouler. Donc, l'économie a besoin d'axes, a besoin de transport. Et sans route, il n'y a pas d'économie, il n'y a que de la survie, de l'autarcie et de la misère. Donc, l'échange, la richesse, c'est généré par la route. Donc, il devrait se concentrer sur un immense programme routier. S'il ne faisait que ça, son pays irait beaucoup mieux et tout le reste suivrait, c'est-à-dire l'éducation. Si on ne peut pas aller à l'école par la route, eh ben, on ne va pas à l'école. Si on ne peut pas vendre des choses, si on ne peut pas avoir de richesse, on n'envoie pas ses enfants à l'école. On ne peut pas les soigner non plus, etc., etc. Donc, la route, pour moi, c'est le premier vecteur de prospérité. Et je crois aussi, et ça c'est quelque chose dont ils n'ont absolument pas conscience, qu'ils doivent s'attaquer à un contrôle des naissances sérieux, à un family planning d'une autre, d'une façon chrétienne, d'une façon laïque, d'une façon comme vous le voulez. Mais il faut contrôler et juguler les naissances. Quand une femme a 8 ou 15 enfants et qu'elle subit ses grossesses, elle n'aura jamais accès à la prospérité et ses enfants à la pauvreté aussi. Donc ça doit se faire. Le père Emmerich, tout prêtre qu'il est, fait des cours d'éducation sexuelle qui ont énormément de succès à Tanjoumois et lui-même a réussi à réguler, à diminuer le nombre d'enfants qui arrivent, cette vague submersive d'enfants qui naissent tous les ans, il a réussi à la diminuer. Il m'avait dit à l'époque, je ne sais plus, il a entre 300 et 500 enfants de moins qui naissent par an grâce à des cours d'éducation sexuelle et au respect de la femme, de la procréation, etc. Et ce qui passe aussi par le renforcement du pouvoir des femmes et de la moralité des hommes. Voilà, ça passe par là, parce que les enfants ne tombent pas du ciel et ne naissent pas dans les choux. Ils naissent de relations sexuelles qui sont non désirées par les femmes et qui sont incontrôlées par les hommes qui vont à droite, à gauche. Et ça n'est pas décent ni tolérable. Et ça vient de là, en fait, la surpopulation et la démographie galopante. Nous avons une question d'Emmanuel. Alexandre, peux-tu nous partager ce qui se passe en ce moment à Madagascar avec l'artémisia utilisée pour la lutte contre le coronavirus? Merci. Alors, l'artémisia existe à Madagascar pour les laboratoires, pour en tirer un principe actif qui s'appelle l'artémisinine. Et l'idée était que le président s'en serve pour faire des études parce qu'il n'a pas les moyens de faire autre chose contre le coronavirus, parce qu'il y avait une présomption que cela fonctionne peut-être. Donc, il est allé peut-être un peu plus vite que la musique, mais il a mis peut-être un peu la charrette avant les ébus. Mais qui est-on pour lui jeter la pierre? De toute façon, il n'a pas assez de malades pour faire des études. Les études qu'on lui demande sont des études qui coûtent très cher et qui demandent du temps, d'abord, mais il faut un minimum de 1000 patients. Lui, il a la chance d'en avoir eu que 160 ou 168, peu importe, et aujourd'hui, ils sont pour ainsi dire tirés d'affaire. C'est nous qui avons des malades et c'est nous qui devrions faire ces études avec l'artémisia. Donc, il a lancé un signal au monde, s'il vous plaît, enfin, ce n'est pas comme ça qu'on l'a interprété malheureusement, mais moi, c'est comme ça que je veux le voir, un signal au monde pour s'intéresser à cette plante, pour que nous, qui sommes riches, qui avons des malades et des laboratoires, eh bien, fassions les études qui s'imposent pour voir si ça fonctionne contre le coronavirus, car nous savons d'ores et déjà, avec la maison de l'artémisia, dont je suis un membre fondateur, que cela fonctionne contre le palu, et quand le Covid aura disparu de Madagascar, s'il disparaît un jour, eh bien, le palu, lui, n'aura pas disparu. Et si on veut l'éradiquer, la tisane enfin, c'est une tisane avant d'être un médicament, hein, la tisane du président ne peut pas faire de mal contre le paludisme, au contraire. Et la tisane et l'utilisation d'artémisia en sachet ou en infusion sans acheter son sirop de tisane fonctionnera au moins aussi bien et gratuitement pour la population. C'est l'information qu'on veut diffuser. Et c'est pour ça qu'on a le projet de construire 2 autres maisons de l'artémisia à Madagascar. Il y en a déjà une à Port-Berger. Et là encore, vous pouvez nous soutenir en soutenant la maison de l'artémisia pour construire des maisons d'artémisia qui permettront au peuple de faire pousser lui-même de l'artémisia, comme je le fais moi-même dans mon jardin, et comme vous pouvez le faire vous-même aussi pour vous soigner, non du paludisme, mais de plein d'autres choses que cette plante soigne aussi. Voilà. Nous avons une question. Étiez-vous toujours accompagné de vos enfants? Et si oui, comment cela s'est-il passé? Alors, on était toujours accompagné de nos enfants, sauf pendant 7 jours où on a traversé une zone rouge où il y avait des bandits, des dahals, et on était vraiment obligé de dormir tous les soirs dans des gendarmeries. On était sur une route goudronnée, sur la RN 34, entre
pour arriver sur la côte ouest à Lyon-de-Rivaz. Donc là, les enfants n'étaient pas là, on les avait mis justement chez un couple fidesco qu'on salue, les Leroux, qui étaient à Antsirabé, ce qui nous a permis de rencontrer Gilles et Suzanne et d'approfondir notre amitié. Donc là encore, d'un malheur, on a su faire un bien. Et une fois qu'on a traversé cette zone rouge, on est allé rechercher nos enfants parce qu'on trouvait que c'était un risque absurde de leur faire encourir ce risque-là. Nous, on a assumé notre choix. Et ensuite, ils ont été tout le temps avec nous sur tout l'itinéraire, sauf Philae, qui, au moment de la mort de mon beau-père, et on est retourné à l'enterrement, et elle est restée avec sa grand-mère, qui était jeune veuve, et pour l'encourager, elle a donc fait un trimestre en France, et c'est comme ça qu'on est allé la rechercher. On le voit dans le petit film qu'on a montré, que Philae a réintégré l'équipe. Voilà. Mais Ulysse a été avec nous sur la totalité du parcours. Très bien, nous allons prendre encore une question. Des personnes te disent encore merci. Merci Alexandre de nous redonner la force de continuer à avancer. C'est Jean-Yves. Gérard Colliot, merci Alexandre pour cette conférence. Je n'ai pas pu partir à Tanjomoa et j'ai été confiné à Rueil. À bientôt. Alors Gérard, c'est le trésorier de Tanjomoa, qui est une personne extraordinairement dévouée, qui est allé plusieurs fois là-bas et qui est un proche du père Emmerich. Et qui lui aussi fait un travail extraordinaire pour que la mission missionne et que la fonction fonctionne. Je vous propose qu'on prenne une dernière question de Georges. Est-ce qu'il y aura des épisodes en DVD dans le livre? C'est si vrai que chaque héros des joueurs ordinaires que vous avez présenté mériterait un livre? C'est vrai, je vais essayer de leur accorder la place qu'ils méritent. Alors sachez que non, dans le livre, il n'y aura pas de DVD parce que ce sont deux industries qui ne se fréquentent pas. J'ai souvent essayé de faire insérer mes DVD dans les livres, mais ce n'est pas possible. En revanche, nos DVD existent, ils sont là, ils sont sortis. On les vend, nous, en direct, si vous nous envoyez un chèque. Voilà, c'est un coffret DVD dans lequel il y a nos 16 épisodes de 52 minutes, avec le long métrage de 90 minutes. Ils sont vendus aussi sur le site de Nature et Découverte. Vous pouvez les acheter en ligne sur Nature et Découverte. Malheureusement, ils ne sont pas en VOD pour des histoires de droit. Nos films appartiennent à Disney, donc ils seront peut-être un jour sur la plateforme Disney+. Pour l'instant, ça n'est pas prévu. Donc la seule façon de les voir aujourd'hui, il n'y a pas de replay, il n'y a pas de VOD, c'est d'acheter ces DVD, soit sur Nature et Découverte, soit sur un site internet qui s'appelle Africa Vivre, soit en nous écrivant chez nous, en nous envoyant un chèque, soit en nous payant, nous, par PayPal. C'est possible aussi. On a un compte PayPal. Enfin voilà, il y a toujours une façon de se les procurer. On les envoie par la poste et vous les recevrez. Et ça vous permettra d'avoir 922 minutes de Madatrek et de Madagascar. Et ces belles rencontres, parce qu'il y en a d'autres. Et je pense au frère Jacques Tronchon et à la mission de Laza. Je pense à tous ces entrepreneurs aussi qu'on a rencontrés qui font un travail extraordinaire parce qu'ils offrent du travail aux gens, ils offrent une valeur ajoutée à une production malgache. Je pense à tous ces hôteliers qu'on appelle des opérateurs économiques qui eux aussi font vivre 200, 300 personnes autour d'eux, des villages entiers. Je pense à ces gens qui essaient de sauver des espaces naturels, des parcs naturels et qui eux aussi, grâce au travail qu'ils offrent, des parcs, des gardes forestiers, des hôteliers, des guides offrent du travail. Tous ces gens extraordinaires dont on parle dans nos films et à qui on essaie de faire l'écho et au premier rang desquels on essaie de vous donner envie un jour d'aller découvrir vous-même Madagascar parce que Madagascar a besoin de vous. Un immense merci Alexandre. Si tu veux peut-être dire un tout petit dernier mot d'adieu et après je prendrai. Merci. Peut-être qu'on fera une autre conférence. Je vous réinviterai à parler de notre forêt de Voïboul par exemple et toute la problématique justement d'essayer de sauver des espaces naturels qui sont victimes de la prédation des gens pauvres et qui en ont besoin pour vivre, pour faire du charbon et planter du manioc et des choses qui ont beaucoup moins de valeur que les arbres et les espèces endémiques qui y vivent, mais ça, ils ne le savent pas. Ventre affamé n'a point d'oreille et n'a point l'oreille écologique. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour briser ce cercle vicieux? C'est très compliqué. On essaie de s'y attaquer et au bénéfice des populations locales, mais au bénéfice à moyen et long terme. Et c'est très difficile justement de comparer le court terme et le moyen terme et le long terme. Donc, ce n'est pas le même temps. On fera sans doute une autre conférence si le confinement nous le permet. Et voilà, je vous donne donc rendez-vous une prochaine fois sur Ictus
pour en parler, si ça vous intéresse. Merci beaucoup de votre attention. Un immense merci, Alexandre. C'était absolument passionnant. Je vous propose maintenant qu'on puisse regarder quelques prochains voyages virtuels que nous organisons dans les prochaines semaines. Notamment, alors je vais vous partager mon écran. Vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de partir à Madagascar avec Alexandre Poussin justement dès octobre pour un trek sur le thème de Laudato Si dans le parc du Marojej du 9 au 20 octobre. En ce qui concerne nos prochains voyages virtuels que nous allons vous proposer dans les prochaines semaines, vous les avez sur votre écran. Et comme vous pouvez le voir, nous avons essayé d'aménager les horaires pour que vous puissiez essayer de les suivre plus facilement en fin de journée. Si ce n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité, dans les 24 heures qui suivent le direct, de vous procurer le replay sur notre site internet. Alors, nos voyages virtuels se poursuivent dès mardi prochain avec le conférencier Paul Guillon qui viendra vous parler du Caravage sur le thème de l'ombre et la lumière. Mercredi 20 mai, vous êtes invité en Syrie avec Marc Fromager, qui est l'ancien directeur de l'aide à l'Église en détresse, pour un moment avec aussi la participation exceptionnelle de Monseigneur Jean Bart. Mercredi 27 mai, vous partirez en France avec Rénal Sécher sur le thème des chouans. Rénal Sécher, vous le connaissez pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà suivi il y a quelques semaines. Il avait animé un voyage virtuel sur les guerres de Vendée. Jeudi 28 mai, nous invitons avec Julien Saladou, qui est conférencier depuis 5 ans à Paris, sur le thème « Les chrétiens sous la Révolution ». Nous aurons aussi la participation exceptionnelle de Monseigneur Georges Collomb à cette occasion. Mercredi 3 juin, nous vous proposons de venir en Italie avec Marie-Pascale Jacot, que certains d'entre vous connaissez également, pour une promenade à Naples et en Campanie. Et enfin, mercredi 10 juin, Rénal Sécher vous conviera à un itinéraire en France autour de Sainte-Jeanne d'Arc. Nous allons essayer de continuer dans les semaines qui viennent et qui suivent le 10 juin également de vous proposer des voyages virtuels toujours plus divers. Encore une fois, au nom de toute l'équipe Ictus Voyage, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir, pour votre participation nombreuse et bien fidèle, ainsi que pour tous vos messages d'encouragement qui nous touchent énormément. Voilà, je vous dis à très bientôt. Un très grand merci à toi, Alexandre, de nous avoir fait partager ces magnifiques témoignages ce soir. Et je vous dis à très bientôt, sûrement avec Alexandre, dans une prochaine conférence. Au revoir.